Ok. On y est, donc deuxième partie du cours, enfin deuxième partie, dernier morceau de cours. J'ouvre une parenthèse, j'aurais dû vous en parler avant, mais je vous le dis, parce que je vous ai donné l'exemple du supplice de Damien qui ouvre Surveiller et punir. Nous sommes en train de définir, ça commencera probablement en décembre ou en janvier, à Nanterre, un séminaire, bien entendu ouvert à tout le monde, master, doctorant, extérieur, etc., avec Guillaume Leblanc. Guillaume Leblanc est professeur à Créteil, autour de Surveiller et punir, c'est-à-dire à la fois ce que Foucault raconte sur la description historique qu'il élabore et la manière dont il analyse, mais aussi, puisque le livre a comme sous-titre Naissance de la prison, et qui parle de plein d'autres choses que la prison, c'est-à-dire la prison, mais aussi l'école, mais aussi les hôpitaux, mais aussi l'usine, tout ça plongé dans la description historique du 19e qui est celle de Foucault. La question qu'on vous se poser avec Guillaume, avec laquelle je travaille depuis longtemps, c'est la question de l'actualité ou pas d'un texte comme Surveiller et punir en convoquant des philosophes, des sociologues, des pénalistes, des juristes, des gens qui viennent des associations, des usagers pour travailler sur ces textes et leur actualisation ou pas. Alors ça sera à Nanterre, sur un rythme que je ne connais pas encore mais qui devrait être, je pense, une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les mois, et ça devrait partir en décembre ou en janvier, donc pour 6 ou 7 séances. Et bien entendu, alors ça sera tuilé par rapport à ce séminaire, par rapport à ce cours qui va se terminer avant Noël, mais en même temps, si jamais ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéressera, je vous tiendrai au courant. Donc je ferme la parenthèse et je reviens au texte de Foucault qu'on a commencé à lire. Alors, je vous ai dit, cette question du comment, elle ouvre à 6 points qui sont des points de définition intéressants. Il faut peut-être souligner avant cela, quitte à se répéter encore, que, encore une fois, dire que le pouvoir, c'est pas le pouvoir, mais des relations de pouvoir, ça implique 2 choses. D'abord, une pluralité de réalités. Et cette pluralité, elle est pratiquement infinie. Partout où il y a des rapports entre les hommes et les femmes, il y a des rapports de pouvoir, des formes de relations, quelle qu'en soit l'échelle. Du rapport interindividuel ou du rapport amoureux jusqu'au rapport entre les États ou au rapport entre les continents. Les rapports de pouvoir ne concernent pas spécifiquement la question de l'État, par exemple. Il y a du pouvoir dans la relation d'enseignement, il y a du pouvoir dans la relation amoureuse, il y a du pouvoir dans les relations de travail, il y a du pouvoir dans les relations de savoir, etc., etc., etc. Donc, ça c'est la première chose. Pluralisation de ce qu'on entend par pouvoir, ce qui est une première manière d'entendre relation de pouvoir. Deuxième chose, parler de relation de pouvoir, c'est parler de pouvoir en tant que pratique, pratique au pluriel, des pratiques. Et c'est dire, et c'est ce que Foucault dit en haut de la page 236, je ne vais pas lire tout parce qu'on n'aura pas le temps, qu'en réalité, le pouvoir n'existe qu'en acte. Il n'y a pas de définition de l'essence du pouvoir. C'est pas ça qui intéresse Foucault. Dire le pouvoir, c'est parler d'actes de pouvoir, de gestes de pouvoir. Actes et gestes au pluriel. Et puis une troisième chose, et vous allez voir, c'est ce qui va très rapidement développer dans les fameux 6 points sur lesquels on va s'arrêter maintenant, c'est que dire que le pouvoir, d'abord c'est des pouvoirs et c'est des relations de pouvoir. Dans relation, il y a toujours au moins 2 termes. Et ce qui est intéressant chez Foucault, c'est que dire que le pouvoir est une relation et pas une chose, ça implique immédiatement une pluralité, au minimum 2. Une pluralité des acteurs de cette relation. Et Foucault, pour compliquer les choses, vous allez le voir, va établir très rapidement qu'il serait ingénu et faux de penser qu'on est toujours d'un côté ou de l'autre de la relation.
Parce qu'après tout, une manière de comprendre le pouvoir comme relation de pouvoir, le pouvoir en tant que relation de pouvoir, c'est de dire, bah oui, d'accord, il y a les détenteurs du pouvoir et puis il y a les opprimés. Foucault dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que historiquement, les relations peuvent se renverser. Et que le propre d'une relation, c'est précisément que ces termes sont mobiles. Donc il y a des renversements de pouvoir. Au niveau individuel, comme à des niveaux plus consistants et plus collectifs. Pensez par exemple, alors je sors un peu du thème de la biopolitique, mais c'est parce que c'est des problèmes qu'on va se poser aussi au sein de la biopolitique. Pensez par exemple à ce que c'est que la prise de pouvoir dans un événement révolutionnaire. Un contre-pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, c'est pour ça qu'il est contre, prend le pouvoir et renverse les relations de pouvoir. Ça a été très longtemps un des grands schèmes de l'imagination, la Révolution, la prise de pouvoir. Pensez à la Révolution française, pensez, puisqu'on est en 2017, pensez à la prise du Palais d'Hiver, pensez à Octobre 17. Des textes qui sont des textes de Lénine assez connus, qui thématisent la prise de pouvoir. Donc, relation de pouvoir, ça veut dire aussi possibilité de renverser le pouvoir. Première chose. Les termes ne sont pas fixés pour toujours. Ils sont mobiles et ils sont dynamiques. Deuxième chose, alors là, pour le coup, c'est plus nouveau. Si on a démultiplié les rapports de pouvoir, et qu'on a dit que ces rapports de pouvoir fonctionnent sur des échelles extraordinairement différentes, entre amis, entre conjoints, entre parents et enfants, entre collègues, entre étudiants et enseignants, etc., etc., etc. Mais la liste est infinie. Ça veut dire que vous êtes, nous sommes, moi aussi, traversés par des rapports de pouvoir qui font que nous sommes, selon les configurations, d'un côté ou de l'autre du rapport. Je peux exercer un pouvoir parce que c'est moi qui parle, parce que je suis prof, dans cette relation qui est une relation d'enseignement. Alors il y a différentes manières d'exercer ce rapport de pouvoir, il y a aussi différentes manières de le qualifier de pouvoir. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose comme un pouvoir pour moi. Enfin, de fait, c'est moi qui parle, pour l'instant, et c'est moi qui suis filmé. Donc, j'ai une position qui est très clairement en face de vous. Après, on peut négocier la forme du pouvoir, mais c'est vrai que c'est un rapport de pouvoir. Donc je peux très bien être de ce côté du pouvoir, je serai du côté du pouvoir le jour où je devrais vous donner une note, même si je n'ai pas envie de le faire. Parce que le système prévoit qu'on vous donne des notes et que l'évaluation fait partie de... etc., etc. Donc, bref, je suis de ce côté-là. Mais on pourrait imaginer que dans ma relation affective avec un certain nombre de gens, ou dans ma relation professionnelle avec un certain nombre de collègues, ou dans la relation avec la hiérarchie universitaire à laquelle je suis soumise, ou ministérielle à laquelle je suis soumise en tant que professeur de philosophie contemporaine à Nanterre, ou etc., etc., je sois prise dans des rapports de pouvoir où je n'exerce pas le pouvoir, où je subisse le pouvoir, et c'est toujours moi. Ce qui signifie que nous sommes traversés tous par un très grand nombre de rapports de pouvoir, mais pas toujours du même côté. Parfois nous subissons, parfois nous exerçons, et souvent, et c'est là que ça se complique, simultanément, nous subissons des rapports et nous exerçons des rapports de pouvoir. Et il est beaucoup plus compliqué que ça, dit Foucault, de savoir dans quel type d'économie du pouvoir on se situe, parce qu'on a tendance à rabattre les gens sur une identité, alors que l'identité en question, c'est plus compliqué que ça, et à faire jouer les rapports de pouvoir de manière unilatérale. Exemple, alors un exemple là aussi très banal, et je m'excuse de sa banalité, mais il faut bien se faire comprendre. Historiquement, les femmes, en tout cas dans nos contrées, dans notre Occident, ou dans ce qui est notre premier monde, ça se passe différemment ailleurs, parfois. Parfois c'est pire, mais parfois c'est mieux. Historiquement, les femmes ont été soumises à un certain nombre de rapports de pouvoir qui les ont exclues de la citoyenneté véritable, du travail, de la prise de parole politique, de la responsabilité juridique. Je vous rappelle que la responsabilité juridique des femmes, c'est le XXe siècle, dans un pays comme le nôtre.
le vote est plus tardif encore, etc., etc., etc. Donc on se dit, on a une relation homme-femme qui est une relation de pouvoir et qui est en train de s'améliorer, mais pas tant que ça, pas suffisamment, et qui est l'exemple même d'une relation de pouvoir à laquelle on pense peu, on y pense davantage maintenant. Oui, mais être une femme caissière de supermarché précaire et être une femme professeure d'université, c'est pas exactement la même chose. Et du coup, le rapport de pouvoir homme-femme qui existe de manière différente parce qu'il s'entrecroise avec d'autres rapports de pouvoir qui impliquent d'autres éléments. Par exemple, et c'est là que je m'excuse du raccourci schématique que j'opère, mais pour vous faire comprendre, des déterminations de classe, et on pourrait rajouter des déterminations de couleur, qui s'empilent et qui pourtant traversent l'existence des mêmes personnes. Et du coup, ce que je subis moi comme femme, et ça arrive, y compris professionnellement, n'est pas exactement ce que subit une femme de ménage ou une caissière de supermarché dans un pays comme le nôtre au même moment. Ce que subit une femme noire ou une femme musulmane par rapport à moi qui suis blanche, etc., etc. Donc les rapports de pouvoir nous traversent, mais pas toujours de la même manière, et ils s'articulent et s'empilent et se surdéterminent les uns les autres. Et c'est aussi de ça qu'il va falloir parler à un moment donné, parce que c'est compliqué pour nous qui les vivons, mais ça va être compliqué aussi dans la gestion des personnes. Si le pouvoir, c'est l'exercice de la gestion des biens et des personnes, moi, je gère qui quand je gère des personnes? Quel type de rapport de pouvoir j'exerce sur telle ou telle personne si je ne sais pas dire ce que cette personne est, c'est-à-dire la fixer dans un rapport de pouvoir et pas dans l'autre. Alors, le texte. Haut de la page 237. Première caractéristique de ces rapports de pouvoir qui remplacent le pouvoir avec un P majuscule, le pouvoir comme essence, le pouvoir non historique, etc., etc. Il est, le pouvoir, un ensemble d'actions sur des actions possibles. Non, c'est plus le texte. Il est un ensemble d'actions sur des actions possibles. Il opère sur le champ de possibilités où vient s'inscrire le comportement des sujets agissants. Il incite, il induit, il détourne, il facilite ou rend plus difficile. Il élargit ou il limite, il rend plus ou moins probable. À la limite, il contraint ou empêche absolument. Mais il est bien toujours une manière d'agir sur un ou sur des sujets agissants. Et ce, tant qu'ils agissent ou qu'ils sont susceptibles d'agir. Une action sur des actions. Alors c'est probablement le point le plus difficile et en même temps le plus lumineux. Foucault vous dit, le pouvoir, c'est pas la coercition. Le pouvoir, c'est pas seulement l'empêchement. Le pouvoir en tant que rapport de pouvoir ou relation de pouvoir, c'est la manière dont on peut agir sur la possibilité d'action des hommes et des femmes. Alors effectivement, je peux dire c'est interdit, je ne peux pas faire ça. Et là, ça prend la forme de la coercition ou de l'interdit. Et ça existe. Mais en même temps, je peux faire en sorte d'agir moins frontalement parce que, par exemple, ça évitera le clash, l'affrontement. Je peux déployer des rapports de pouvoir pour infléchir, canaliser, modifier, inciter, pousser à agir d'une manière qui m'arrange. Comment faire pour être une modalité d'action sur l'action des hommes et femmes?
nous agissons, le pouvoir qui s'exerce sur nous nous pousse à modifier nos comportements ou à les bloquer, mais bien souvent, en réalité, à les modifier. Question que Foucault va se poser immédiatement, c'est comment est-ce qu'on modifie le comportement des hommes et des femmes? Et bien entendu, la réponse, ça va être, ça dépend à quel moment, et ça dépend quel est le but recherché. Et le but recherché, ça dépend de la rationalité dans laquelle on se situe. Pour le dire très vite, au début du XIXe siècle, les dispositifs qui infléchissent les comportements humains sont multiples, on va les voir en détail, mais très généralement et très globalement, la rationalité de gouvernement, c'est-à-dire la logique même de l'action sur l'action, comme dit Foucault, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes produisent plus. Alors on va voir ce que cette phrase signifie. Début du XIXe siècle. Alors on va le voir dans le détail. Je ne devrais pas faire ces raccourcis-là, mais c'est pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est une vraie question. D'abord, comment est-ce que nos conduites sont infléchies, ou canalisées, ou modifiées, ou transformées? Il y a aussi toute une pluralité de dispositifs qui ne sont pas les mêmes qu'au XIXe et qu'il faut retrouver. Alors, la liste est infinie, mais on peut essayer d'en lister certains importants. Et puis la question à 100 000 $, dans quel type de rationalité ça se pratique, ce genre de choses? Quel est le but qui fait que nos comportements sont en permanence, parce qu'ils sont des possibilités d'action, gérés, administrés par les rapports de pouvoir. Administrer et gérer, ça ne veut pas dire simplement la nature gestionnaire et comptable, ça veut dire conduire. Ça veut dire gouverner. Comment on est gouverné? Vers quoi on est gouverné? Et bien entendu, au nom de quoi on est gouverné? Alors j'ai introduit le mot conduite, parce que c'est exactement le mot que Foucault utilise dans le deuxième point. Alors le premier, ça se résume en une formule qui n'est pas dans ce texte-là, mais juste avant, si mes souvenirs sont bons, et qui est une formule archi-canonique que je vous donne, et qui est la formule des relations de pouvoir chez Foucault, et qui est le pouvoir, enfin il le dit aussi après, le pouvoir, c'est l'action sur l'action libre des hommes et des femmes. Alors lui, il est moins politiquement correct parce qu'il écrit il y a longtemps, donc il dit les hommes. Mais il écrit dans homme, genre humain. Si ça m'arrive de dire les hommes, c'est bien entendu les hommes et les femmes. L'action sur l'action libre des hommes. Nous sommes tous libres d'agir, pas libres métaphysiquement, dans les déterminations qui sont les nôtres. Enfin, on a des registres d'action et des latitudes d'action qui sont très larges, et le pouvoir, ou les rapports de pouvoir, viennent en permanence aiguiller, infléchir, canaliser et déterminer. S'appliquer à cette liberté-là. Donc ça, c'est le 1. Le 2, le terme de conduite, avec son équivoque même, est peut-être l'un de ceux qui permettent le mieux de saisir ce qu'il y a de spécifique dans les relations de pouvoir. La conduite est à la fois l'acte de mener les autres, selon des mécanismes de coercition plus ou moins stricts, et la manière de se comporter dans un champ plus ou moins ouvert de possibilités. Je peux dire, je vous conduis d'un point A à un point B, c'est moi qui vous y mène, mais on parle aussi des conduites comme synonyme du mot comportement. Et du coup, qui conduit ma conduite? Est-ce que quelqu'un conduit ma conduite? Et même lorsque j'ai l'impression de conduire ma conduite, c'est moi qui conduis ma conduite, est-ce qu'il n'y a pas des manières, précisément dans cette illusion d'autonomie que j'ai sur moi, en réalité, d'être traversé par des rapports de pouvoir? Alors la question est en suspens, il est trop tôt pour y répondre, mais on verra dans quelques séances qu'une des modalités les plus fines et aussi des plus violentes et des plus pernicieuses des rapports de pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir
qui s'exercent, ou les rapports de pouvoir qui s'exercent par et au nom de votre liberté. On vous conduit en brandissant paradoxalement en permanence le fait que vous êtes des êtres libres et librement capables de vous autodéterminer. Et cette autodétermination-là, elle est, c'est ce que j'aimerais essayer de faire dans les dernières séances, un des rouages fondamentaux des dispositifs de gouvernement néolibéral aujourd'hui. Je reprends le texte. Le pouvoir, au fond, est moins de l'ordre de l'affrontement entre deux adversaires ou de l'engagement de l'un à l'égard de l'autre que de l'ordre du gouvernement. Il faut laisser à ce mot la signification très large qu'il avait au XVIe siècle. Il ne se référait pas seulement à des structures politiques et à la gestion des États, mais il désignait la manière de diriger la conduite d'individus ou de groupes. Gouvernement des enfants, des âmes, des communautés, des familles, des malades. Il ne recouvrait pas simplement des formes instituées et légitimes d'assujettissement politique ou économique, mais des modes d'action plus ou moins réfléchis ou calculés, mais tous destinés à agir sur les possibilités d'action d'autres individus. Gouverner, en ce sens, c'est, et là on a une définition absolument formidable, structurer le champ d'action éventuel des autres. Structurer le champ éventuel d'action des autres. C'est ça une relation de pouvoir. Alors si vous structurez absolument, c'est-à-dire que c'est une seule possibilité d'action et rien d'autre, tout le reste est interdit, ça s'appelle de la coercition. Mais il y a des manières infiniment plus, en apparence plus lâches, et qui pourtant sont des structurations du champ d'action des autres, qui incident absolument sur leur latitude et leur capacité d'invention ou d'autodétermination. Alors, comment ça se passe? Quelle est toute la palette d'action? Quelles sont toutes les échelles? Et quels sont les instruments pour le faire? Comment on fait pour gouverner des hommes et des femmes? Ou incider ou structurer leur comportement? Le mode de relation propre au pouvoir ne serait donc pas à chercher du côté de la violence et de la lutte, ni du côté du contrat et du lien volontaire, qui ne peuvent en être tout au plus que des instruments, mais du côté de ce mode d'action singulier, ni guerrier, ni juridique, qui est le gouvernement. Alors, plein de choses dans ce texte, il dit bien sûr, quand on dit pouvoir, on pense à la guerre. La guerre est une des modalités du pouvoir. Ça vous fait penser à quelque chose? La guerre est une des modalités du pouvoir? De la politique et du pouvoir? Oui. Il y a une formule très célèbre de Clausewitz qui dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, une espèce de continuité entre la politique et l'art de la guerre. La guerre est une des possibilités politiques, pas la seule, mais une des possibilités politiques. Et Foucault dit, on s'est trop focalisé sur l'idée que la guerre est la forme la plus violente, la plus aiguë, la plus extrême et la plus intense des rapports de pouvoir. C'est une modalité, mais si on y pense, elle est, et humainement et économiquement, et aussi du point de vue du calcul de l'efficacité, une solution tout sauf simple. Guerre, on ne sait jamais très bien comment ça va se terminer, ça coûte très cher. Alors des fois ça rapporte aussi des sous, mais bon, c'est une énorme dépense. Le coût humain et le coût social sont importants. Donc c'est aussi une prise de risque, et on a vite fait, ou trop vite fait, dit Foucault, de dire que la guerre est le moment le plus intense de la gestion politique des hommes et des femmes. C'est une des modalités. Mais il y a des modalités qui sont économiquement plus intéressantes. Économiquement au sens où ça coûte moins cher, mais aussi économiquement où socialement ça coûte moins cher. Pas seulement économiquement ça coûte moins cher. C'est plus intéressant parce qu'on est plus efficace aussi. Donc c'est une modalité, mais pas la seule. Et Foucault de dire, et je trouve que de ce point de vue-là, la question est assez actuelle, la palette infinie qui se déploie entre le guerrier
et le juridique n'a pas été suffisamment exploré. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Je surveille l'heure, oui, j'ai encore 2 minutes. On fait le troisième élément, puis après on s'arrête et on voit si vous avez des questions. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Troisième caractéristique, donc la première c'est l'action, les rapports de pouvoir comme pratique. Deuxième c'est le thème du gouvernement comme conduite des conduites. Troisième maintenant, quand on définit l'exercice du pouvoir comme un mode d'action sur l'action des autres, vous avez la formule ici, quand on les caractérise par le gouvernement des hommes les uns par les autres, au sens le plus étendu de ce mot, on y inclut un élément important, celui de la liberté. Le pouvoir ne s'exerce que sur des sujets libres, et en tant qu'ils sont libres. Entendons par là des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux un champ de possibilités où plusieurs conduites, plusieurs réactions et divers modes de comportement peuvent prendre place. Là où les déterminations sont saturées, il n'y a pas de relation de pouvoir. L'esclavage n'est pas un rapport de pouvoir. Lorsque l'homme est offert, il s'agit alors d'un rapport physique de contrainte. Mais justement, lorsqu'il peut se déplacer et à la limite s'échapper. Il n'y a donc pas un face-à-face du pouvoir et de la liberté, avec entre eux un rapport d'exclusion. Partout où le pouvoir s'exerce, il n'y a pas de liberté. La liberté disparaît. Mais un jeu beaucoup plus complexe. Dans ce jeu, la liberté va bien apparaître comme condition d'existence du pouvoir. À la fois son préalable, puisqu'il faut qu'il y ait la liberté pour que le pouvoir s'exerce, et aussi son support permanent, puisque si elle se dérobait entièrement au pouvoir qui s'exerce sur elle, celui-ci disparaîtrait de ce fait même, et devrait se trouver un substitut dans la coercition pure et simple de la violence. Mais elle apparaît aussi comme ce qui ne pourra que s'opposer à un exercice du pouvoir qui tend en fin de compte à la déterminer entièrement. Alors je m'arrête là, on fera le dernier bout la prochaine fois. Ça c'est contre-intuitif. On a appris à penser, enfin j'imagine, moi oui, mais vous aussi je pense, que la liberté c'était l'absence des relations de pouvoir, c'était l'autodétermination absolue, que là où on était libre, on n'était pas dans les fers. Début du contrat social, l'homme est libre et pourtant partout il est dans les fers. Ou l'une ou l'autre condition, et toute la question de la démocratie, c'est bien d'essayer de trouver un système où l'homme demeure libre à l'intérieur du contrat. Donc dans le... Oui. Juste une question, est-ce qu'à ce moment-là, il y a vraiment on peut y avoir des déterminations complètement saturées? Alors, c'est une vraie question. Merci d'avoir posé la question. J'y arrive, je finis sur ça pour tout le monde, et puis c'est une excellente question. Pour Foucault, s'il s'agit de déterminer les conduites, ces conduites, elles doivent avoir... Alors, il faut s'entendre sur liberté. C'est pas j'ai le droit de tout faire, je peux tout faire. Mais elles doivent avoir des possibilités de choix qui ne sont pas infinies, qui peuvent même être extrêmement réduites, mais où plusieurs conduites, plusieurs comportements, plusieurs actions sont possibles. Encore une fois, la liberté, c'est pas le droit de tout faire à n'importe quel moment. Ça peut être aussi simplement des possibilités de choix. Et Foucault dit, faites attention, il y a deux choses. Si vous parlez de rapport de pouvoir, vous avez quelque chose comme une action sur l'action, mais cette action, précisément parce qu'elle n'est pas déterminée à l'avance, elle intéresse le pouvoir. Si en revanche, les déterminations sont saturées et il n'y a qu'une possibilité d'action, ou pas de possibilité d'action du tout, sur quoi vous voulez que la relation de pouvoir s'exerce? Il n'y a pas d'autre choix. Tout est de l'ordre de la nécessité. Dans ce cas-là, Foucault dit, on n'est pas dans des relations de pouvoir, on est dans ce qu'il appelle, alors je sais bien que le terme est compliqué parce qu'il est utilisé dans d'autres vocabulaires, y compris philosophico-politique, je pense à Marx, mais il utilise lui de manière très spécifique. Il dit, on n'est pas dans les relations de pouvoir, on est dans ce qu'il appelle de la domination. Il le dit dans un sens très précis, encore une fois, je le dis pour les gens qui s'intéressent à Marx, c'est pas du tout le sens marxien du mot domination. Chez Foucault, domination, c'est quand les relations de pouvoir sont, c'est son mot, saturées. Il n'y a plus de choix possible. Et Foucault dit, dans ces cas-là, l'action sur l'action des hommes, elle s'exerce sur quoi? Parce qu'il n'y a plus de choix possible. On n'est plus dans les rapports de pouvoir.
Alors là, il prend l'exemple de l'esclavage. Et la question que vous posez, elle est très juste. Elle est, est-ce qu'il existe des configurations où on est dans des situations de saturation totale des rapports de pouvoir? C'est-à-dire que là où il n'y a plus aucun choix, plus aucune latitude d'action, ou pas? C'est une grosse question. C'est une question que Foucault ne se pose pas. Pour lui, il y a toujours du choix. Mais c'est une question que certains se sont posées en y répondant, par ailleurs, relativement différemment par rapport à Foucault. Alors, un exemple, il y en a d'autres, mais un exemple parce qu'il est connu et parce que c'est une des lectures les plus intéressantes, un des usages les plus intéressants et des plus problématiques de Foucault dans les 20 dernières années, c'est l'usage que le philosophe italien Giorgio Agamben fait des textes de Foucault, de ses textes sur la biopolitique et de la notion même de biopolitique, mais aussi plus généralement de la notion de rapport de pouvoir. Alors, vous voyez qui c'est Agamben ou pas? Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'eux? En gros, Agamben a de ce point de vue-là, il écrit plein de textes, mais il y en a deux qui m'intéressent particulièrement de ce point de vue-là. Homo sacer, je ne me souviens plus du numéro parce qu'il les a numérotés dans le désordre, mais c'est le premier volume chronologiquement. En traduction française, c'est au Seuil et c'est en 1996 ou 17, je ne me souviens plus. Bref, fin des années 90, 96, je crois. Le pouvoir souverain et la vie nue, qui est le sous-titre. Enfin, il y en a eu plein d'autres. Et puis il y a un petit livre qui est postérieur et qui s'appelle Ce qui reste d'Auschwitz, qui est publié chez Rivage, en traduction française. Y compris Rivage Poche maintenant, on le trouve assez facilement. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous amener les textes, parce que finalement le cours est à géométrie variable. La lecture qu'Agamben fait des textes foucaldiens aboutit à une série de conclusions compliquées, dont l'une, pas la seule, mais l'une est: il existe des configurations où le pouvoir est absolument, les rapports de pouvoir sont littéralement saturés, et où la latitude ou la possibilité d'action n'existe plus. C'est ce qu'il appelle la vie nue, en reprenant l'expression à Benjamin. Et c'est ce qu'il explore dans le cas des camps nazis, et c'est pour ça qu'il s'intéresse à Auschwitz. Et il va très loin, puisqu'il dit quand ça s'exerce, c'est-à-dire quand on réduit l'homme à ce qu'il appelle la vie nue, on sort de l'humain, et on atteint à quelque chose qui est de l'ordre de l'infra-humain, dit-il, c'est son mot, qu'il est important d'analyser, et il le fait à partir de l'analyse très précise d'une figure qui est la figure qu'on appelle la figure du musulman, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui est la figure du musulman, la figure du détenu concentrationnaire dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination pour ceux qui ont survécu, la figure du détenu qui est resté paradoxalement et à la suite d'une série de hasards, chances et fortunes diverses, si on peut appeler ça fortune, qui est resté vivant. Les gens qui ont traversé des expériences concentrationnaires en survivant alors qu'ils n'auraient pas dû survivre. Et la description et l'analyse et la description qu'Agamben fait, c'est celle d'un anéantissement de l'humain. Et il le fait dans les termes que Foucault, en réalité, réfutera juste après la fin de ce texte en disant il n'y a plus de liberté, le pouvoir est totalement saturé. Alors, lui pense que c'est ça. Chez Foucault, il y a des tonnes de textes où c'est exactement le contraire. Et Foucault dit il y a toujours quelque chose comme de la latitude minuscule. Alors on pourrait, si ça vous intéresse, je vous signale parce que c'est la fin, il nous reste 5 minutes, on pourrait, si ça vous intéresse, et sur le même thème concentrationnaire, qui est une des expériences sur lesquelles se noue la possibilité ou pas de voir si la saturation existe, il y a l'esclavage et puis il y a l'expérience concentrationnaire, on pourrait essayer de voir dans des textes ce
ce qui se passe et aller voir ce que disent des gens qui en sont revenus et qui ont produit l'analyse. Alors on pense à des textes connus, on pense au texte de Primo Levi. Et Levi dit c'est atroce. On ne va pas quantifier l'atrocité, bien sûr que c'est atroce, mais l'humain résiste. C'est ça que ça veut dire si c'est un homme. Eux ont pensé qu'ils anéantissaient l'humain, mais l'homme est là. Il est en miettes, il est en morceaux. Parfois physiquement il ne survit pas, donc il meurt. Mais l'humain est là, on ne l'écrase pas. C'est toujours là. C'est en tout cas ce que pense Lévy qui est passé à travers. Autre registre total, mais c'est un registre intéressant parce que c'est un registre parallèle, y compris chronologiquement, le récit que Robert Antelme, vous voyez qui c'est Robert Antelme? Communiste, résistant, premier mari de Marguerite Duras, déporté, fait de son expérience concentrationnaire. Alors, il n'est pas juif, Antelme, mais il est communiste. Donc, il a été déporté pour des raisons différentes et dans des conditions atroces aussi. Et il décrit un texte en revenant en 1947 qui s'appelle L'espèce humaine, qui est un texte absolument magnifique. Et Antelme dit ça aussi. Il dit ça résiste. Alors c'est intéressant de savoir comment ça résiste et à quoi ils accrochent l'un et l'autre de manière différente cette résistance de l'humanité. Parce qu'ils ne la définissent pas de la même manière. Ils ne l'analysent pas de la même manière. Il y a d'autres textes encore. L'enquête va très loin puisque, et là ma fonction c'est d'ouvrir sur du contemporain. Vous pouvez voir, il me semble que c'est sur YouTube, ça a été longtemps présenté dans des galeries, ça a été présenté à Beaubourg, ça a été présenté l'année dernière au Musée du Jeu de Paume, un film, un documentaire, de deux artistes libanais. Je vais en terminer avec ça, mais c'est pour vous dire que la question, c'est une question immense et qu'il n'y a pas la réponse, il y a des explorations successives. Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, qui sont deux artistes libanais, francophones l'un et l'autre, et qui ont fait un film documentaire qui a été multiprimé partout dans tous les festivals du monde, qui s'appelle Khiam. Khiam, c'est le nom d'un camp au Sud-Liban au début des années 80, dans lequel étaient enfermés un certain nombre d'opposants à la présence israélienne au Sud-Liban. On est en pleine guerre, dans des conditions atroce, le camp en question n'existe plus, c'est une prison souterraine. Donc les gens sont dans des cages d'un mètre sur un mètre sous terre. Et ils ne sont pas tous morts. Ils sont morts, mais ils ne sont pas tous morts. Et du coup, Hadji Thomas et Jorej, on retrouve certains hommes et femmes. Et la question qu'ils leur posent, c'est si ça, c'est pas de la saturation du pouvoir, donc de la domination, dirait Foucault, qu'est-ce que c'est? Vous êtes resté 4 ans en position fœtale, avec des os qui se soudent, tellement vous ne bougez plus, sans parler à personne, ou alors vous aviez 10 minutes de promenade toutes les semaines et une douche tous les mois, avec interdiction totale de parler aux autres, ou alors vous aviez, etc., etc. Comment vous en êtes sorti? Et la réponse, c'est très impressionnant, parce que le dispositif est toujours le même, c'est une caméra fixe sur les gens. Il y a vraiment peu de moyens, et les gens très différents entre eux, il y a des syndicalistes, il y a des militants politiques, il y a des gens qui ont été happés dans cette histoire-là un peu par hasard, il y a des, etc., etc. Hommes et femmes, quel que soit leur âge, disent tous la même chose. Et c'est une chose qui aurait fasciné Foucault, et on va y revenir, parce que c'est une partie de la biopolitique. Ils disent tous, on a survécu parce qu'on n'a jamais abdiqué le fait d'être des hommes et des femmes. La question c'est, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas abdiquer dans ces conditions-là? Et la réponse, elle est, on a inventé, certains disent, d'autres disent fabriqué, et d'autres disent encore produit des choses. Alors c'est quoi produire ou fabriquer ou inventer des choses dans ces conditions-là? Alors ils racontent comment est-ce qu'en 3 mois, ils ont réussi à recueillir 3 fils ou 4 fils qui étaient tombés par terre, des fils de tissu. Et comment est-ce qu'avec ces 4 fils, par exemple, il est possible de faire une tresse? Et comment est-ce qu'avec cette tresse, on peut faire une mini-figurine, une mini-poupée qui fait 3 mm? Ou alors, comment est-ce qu'en réussissant à ramasser 5 grains de riz et en les gravant avec un minuscule morceau de pierre, on arrive à, etc. Des choses dérisoires, absolument dérisoires. Et du point de vue de l'échelle temporelle et du point de vue de la taille des choses.
Alors, à côté du film, quand ça a été présenté à Beaubourg et au musée du Jeu de Paume, Johanna et Khalil avaient présenté, sous boîte de verre, ces micro-objets, dont certains ont été conservés. Indépendamment du contexte historique, géographique, politique de la guerre au Sud-Liban au début des années 80, quoi qu'on en pense, ça dit philosophiquement une chose, qui est une hypothèse philosophique qu'on peut tester, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais qui est effectivement très correspondante à ce que dit Foucault et très contraire à la lecture agambennienne, et qui est, tant que vous êtes capable de produire, il va falloir se mettre d'accord sur le mot produire. Ça va être la grande difficulté de cette idée de la biopolitique sur laquelle on va travailler. Tant qu'on est capable, en tant qu'homme et femme, de produire, de fabriquer, d'inventer, on est dans l'humain. Et si on est dans l'humain, on est dans quelque chose comme une possibilité, fût-elle archi réduite, l'exemple là est monstrueux, de détermination de conduite. Donc on est dans un rapport de pouvoir et pas dans un rapport de domination. Et donc la résistance est possible. Là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance, puisqu'il y a de la liberté. Alors que dans un rapport de domination, la résistance n'est pas possible. Alors on va revenir sur ça parce que, bien entendu, vous comprenez bien que le mot produire, c'est un mot compliqué. Parce que le mot produire, c'est aussi le mot au nom duquel on assujettit des hommes et des femmes. Quel type de production et qu'est-ce que ça veut dire produire? Mais là, je m'avance. Alors, c'est l'heure, on a même un peu débordé. Donc on s'arrête là. Je suis désolée d'avoir répondu qu'à une question. S'il y a d'autres questions, gardez-les. On peut commencer la prochaine séance par des questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas? Alors on fait comme ça. La prochaine séance, vous commencez par votre question et on reprend ça et puis après on va de l'avant. Ramenez les textes. Et pour ceux qui ne les ont pas, imprimez-les à partir de l'espace cours en ligne.